Bonjour à tous et bienvenue dans le studio des experts. Alors comme chaque semaine, on va passer l'actualité en revue et pour cela, nous avons 2 invités politiques et 4 experts. Je commence tout de suite avec Marcel Sel, le romancier chroniqueur. Bonjour. Bonjour. L'avocate numéro 1 des consommateurs, Julie Frère. Bonjour. Bonjour. Le journaliste fine lame du vif, Nicolas Dedecker. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Et une petite nouvelle, la romancière philosophe Marianne Sluzny. Bonjour. Bonjour. On commence avec la mobilité. Le sujet devenu, hélas, prioritaire à Bruxelles. On améliore la coordination des chantiers, même si ça ne se voit pas. Mais en attendant, PS et SPA se chamaillent, notamment autour du personnage controversé de Pascal Smet. Reportage Michel Gaillère, Thierry Dubocquet. Ahmed Laouej est un homme qui compte au Parti Socialiste, élu à Koekelberg et chef de groupe à la Chambre. Quand il évoque le ministre Smet, socialiste flamand, les mots sont durs. Pour la mobilité, aujourd'hui, Pascal Smet fait plus partie du problème que de la solution. Il doit le comprendre. Ce n'est pas parce qu'une chose est dans sa tête que cette chose est bonne et efficace pour la mobilité et la circulation à Bruxelles. Échec du sens unique autour de la basilique de Koekelberg, fermeture en été du tunnel Léopold II pour rénovation et surtout arrivée d'Uber à Bruxelles, les griefs sont clairement énoncés. C'est un mélange d'incompétence et d'imprévoyance, on le voit tous les jours. Fait le lit de Uber, qui est vraiment le paroxysme du capitalisme agressif, qui est en train de détruire tout un secteur économique. Eh bien, Pascal Smet fait tout pour leur servir la soupe. Là aussi, c'est inacceptable. Nous, on est du côté des travailleurs, des gens qui se lèvent tôt le matin, qui ont pour le moment, je parle des taximens, du mal à payer leurs factures, à boucler leur fin de mois. Attaqué de front, Pascal Smet ne souhaite pas réagir. Et Rudy Vervoort est lui en mission au Canada. Émilie Van Haute enseigne les sciences politiques à l'ULB. Elle relève que les tensions entre socialistes flamands et francophones se renforcent. Le bras de fer taxi contre Uber est très stratégique. Sur notamment la conception du travail et de la collectivité du travail. Donc d'un côté, on a le Parti socialiste qui défend les taxis et leurs intérêts en tant que travailleurs. Et puis d'un autre côté, on a le Pascal Smet qui défend des positions un petit peu, ce qu'il appelle des positions de socialisme plus modernes. À 7 mois d'élections communales et 15 mois de régionales fédérales européennes très indécises, l'affaire est à l'image de la situation politique. Chaque sortie presse vise à conquérir ou au moins à conserver une partie des électeurs. Alors un problème Smet, un problème mobilité à Bruxelles. Marcel Sel. Moi, ce qui me frappe, c'est que si Pascal Smet n'était pas issu de la minorité flamande, ça n'arriverait pas parce qu'il y aurait une meilleure cohésion entre les deux partis. Je m'explique rapidement. Il y a une surreprésentation flamande à Bruxelles, ça on le sait, qui sert théoriquement à protéger la minorité culturelle. Or, ici, ce qui se passe, c'est que des personnes qui représentent 10 à 12%, d'après mes calculs personnels, de la population, ont un pouvoir égal à tout le reste sur des choses comme la mobilité, qui n'ont rien de culturel, ou sur le budget, qui n'a, sauf certaines exceptions, rien de culturel. Et donc, ça crée un déséquilibre, et ce n'est même pas la compétence de Pascal Smet qui est ici en jeu. S'il y avait un consensus et pas 2 communautés qui chacune ont un certain nombre de prérogatives, je pense que ça n'arriverait pas. Julie Frère. Je pense que là où il y a un consensus entre tous les Bruxellois, c'est sur le fait qu'il faut améliorer la mobilité à Bruxelles. Et donc je pense que ce type de petites chamailleries, entre guillemets, ou de fait de personnifier vraiment un problème... Je ne sais pas si ça fait vraiment fondamentalement avancer les choses, et pourtant c'est un sujet qui mérite qu'on s'y attache très très sérieusement, qu'on s'y attelle très sérieusement. Et on a vu encore aujourd'hui les différents problèmes que pose l'absence de pistes cyclables, la mauvaise coordination qui existe encore entre les différents moyens de transport en commun. Enfin, il y a plein de chantiers. Donc peut-être que ce serait intéressant de se mettre sérieusement au travail et de ne pas perdre trop de temps dans ce type de, entre guillemets, chamaillerie, je dirais. Nicolas Dedecker. Oui, alors sur les chamailleries qu'il est difficile de contester, je pense qu'il y a un élément intéressant à souligner, c'est qu'on se trouve dans une situation ici, en l'occurrence, entre Ahmed Laouej, le PS, et Pascal Smet, où un parti qui n'a pas bonne presse, il faut bien le dire, critique un ministre, une personne qui, elle non plus, n'a pas bonne presse. On est un petit peu dans la configuration où le Roquefort dit au camembert qu'il pue, qui dit lui-même au Roquefort qu'il pue. Et donc il se détache en matière de communication politique, un peu vigoureusement, violemment. D'ailleurs, les propos de Laouej sont assez rudes. Et
objectivement inattendue au sein d'une même famille politique, même si ce ne sont pas les mêmes partis. Et je pense que c'est lié à ça. Aujourd'hui, quand on dit Pascal Smet, ça énerve tout le monde, de la même manière que dans beaucoup de milieux, quand on dit Parti Socialiste, ça énerve tout le monde. Et aussi bien le SPA a voulu se distancier depuis déjà longtemps du Parti Socialiste francophone, on se souvient autour du SAMU social notamment, avec encore Pascal Smet en tête de pont, en retour, si on peut dire, le PS veut s'en distancier. Et par ailleurs, sur le fond, on demande à améliorer la mobilité, et je suis profondément d'accord, mais moi j'attends toujours à voir ce que veut dire améliorer la mobilité. Parce qu'un des problèmes, ou une des conséquences du fédéralisme, que je considère normal et juste du reste, c'est que si on veut améliorer la mobilité pour les Bruxellois, on n'améliore pas nécessairement la mobilité pour les autres personnes qui viennent à Bruxelles. Et c'est tout l'enjeu de ces questions-là, l'enjeu presque scientifique, c'est de savoir comment est-ce qu'on décide ce qui est meilleur pour tout le monde. De quelle mobilité s'agit-il en fait? Marianne Suzy. Alors moi, ce qui me choque dans cette escarmouche, c'est que le sujet qui est la mobilité, en fait, il n'y est pas. Ce qui y est, c'est en toile de fond, c'est le conflit linguistique, les conflits de compétences entre les régions, les communes, le fédéral. C'est ça qui se joue et pas la question de la mobilité, comment l'améliorer. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, et je ne critique pas le Parti socialiste et je ne défends pas particulièrement Pascal Smet, mais je trouve qu'il y a un côté dans la manière dont c'est exprimé, le côté un homme à abattre. Et donc, c'est démagogique dans le sens où ça appelle à l'instinct, à quelque chose qui n'est pas de il y a une charge émotive très forte qui n'est pas de l'ordre du rationnel. Et puis Un homme à abattre, c'est un film de Philippe Condroyer où il s'agissait en fait qu'un frère règle son compte à un nazi qui avait tué son propre frère. Donc vraiment une affaire très importante et très chargée émotivement. Donc j'aime pas cette impression, on règle le compte, on est un homme à abattre, il y a un homme qui a toutes les responsabilités et je trouve qu'on ne touche pas au sujet. Eh bien, on va demander tout de suite l'avis de nos deux invités. On va les écouter. Il y a un ministre et une bourgmestre. On va les écouter. Alors ils s'installent tous les deux, très poliment, je vois beaucoup d'égards l'un pour l'autre. Dominique Dufourny, député bruxelloise et maire et bourgmestre d'Ixelles, et Rachid Madran, ministre des Sports et de l'aide à la jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et si je ne m'abuse, ai-je fait empêcher à Etterbeek, c'est ça? C'est le bon terme. Alors on va tout de suite demander à Rachid Madran ce qu'il pense de la sortie de son collègue Ahmed Laouej contre Pascal Smet. Est-ce que vous diriez la même chose, qu'il y a un problème Pascal Smet à Bruxelles? Si j'étais élu à Kuckelberg, je pense que je dirais la même chose. Et en effet, il y a, je pense, un problème. Le vrai problème, c'est Smet, et donc son meilleur ennemi, c'est Pascal. Je pense que les décisions du gouvernement sont des bonnes décisions, mais je pense que la mise en œuvre est problématique. Et ça, il faut le concéder. Et donc voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de problème, parce que je vous entendais en coulisses parler des problèmes PS-SPA. Il n'y a pas de problème PS-SPA. Il y a un problème entre Pascal Smet et notamment des socialistes. Mais j'ai envie de vous dire, avec qui Pascal n'a pas de problème? J'ai une bourgmestre à côté de moi, je me souviens d'un moment donné des levées de boucliers avec l'ensemble des bourgmestres. Le problème de Pascal, pour reprendre l'expression de Santini, c'est un peu ce véhicule qui fonce contre le mur et en plus il klaxonne. Et donc voilà, on est aujourd'hui dans une situation où, en termes de mobilité, la mise en œuvre d'une série de décisions, je pense, ne sont pas efficientes. Pourquoi Ahmed s'énerve? Parce que Ahmed voit qu'autour de la basilique de Kuckelberg, c'est un enfer. On a décidé des choses et on n'a pas pris à côté, par exemple, toutes les questions de la mobilité. Hier soir, j'avais un colloque à l'ULB, je le racontais à Dominique. Je suis passé par l'avenue Franklin-Roosevelt pour aller à l'ULB. Ben, c'est compliqué, quoi. Aujourd'hui, ceux qui vivent entre boulevard Général Jacques et Franklin-Roosevelt, c'est un enfer. Donc, il faut bien rénover les voiries. Et bien entendu qu'il faut les rénover. Et donc, il faut de la coordination de chantier, tout ça. Mais il faut aussi imaginer que pendant des chantiers, on fait des plans de mobilité. Je ne vais pas vous dire ce qu'on a fait Excel quand je m'occupais du contrat de quartier. On a rénové un quartier entre la place Jourdan et la place Flaget. Eh bien, on a
déménagé des gens, on a ouvert la rue sur 1 kilomètre. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a évidemment fait ça en coordination avec l'ensemble. Donc, je ne suis pas là en train d'accabler une personne. Le problème, c'est que Pascal, aujourd'hui, il est persuadé... Mais non, mais allez, il faut être sérieux. Pascal, aujourd'hui, est persuadé que... il faut foncer. Il a des problèmes aujourd'hui dans le dialogue avec le fédéral, il a des problèmes avec les communes, il a des problèmes avec les régions. Voilà, mais néanmoins, il est soutenu et parfois, que ce soit Guy Van Engel ou que ce soit Rudy, sont venus à la rescousse pour essayer de faire avancer les dossiers. Voilà. Bon, on ne pouvait pas rêver meilleur discours d'opposition. Dominique Defourny, Rachid Madran à peu près dit ce que vous pourriez dire aussi sur Pascal Smet. Encore est-il que, bon, finalement, moi j'ai un bon dialogue avec Pascal Smet, malgré les problèmes de mobilité qu'on a à Ixelles. Chaussée d'Ixelles, on est dans les délais. On y va inaugurer le 30 juin. Et ça, quelque part, on avait décidé de respecter les délais. Eh bien, ils sont respectés. Donc, vraiment, la fin des travaux chaussée d'Ixelles, inauguration pour les commerçants, ce renouveau le 30 juin. Général Jacques, vraiment, c'est fatigant. Pourquoi? Parce qu'il y a en plus Franklin Roosevelt. S'il n'y avait eu que Général Jacques... C'est la mauvaise coordination des deux, exactement, en fait. Parce que s'il n'y avait eu que Général Jacques, ça aurait été beaucoup mieux. Il est évident que maintenant, on a des commerçants qui font faillite, qui vont bientôt l'être. Et donc, tout ça, il faut tenir compte. Alors, nous avons une réunion très récemment avec Pascal Smet pour Général Jacques. Eh bien, il a décidé de faire accélérer le chantier. Donc, c'est très bien quand même. 245 000 € en plus payés par la région. On va avoir 3 équipes au lieu de 2. On va travailler de 6h du matin à 18h et également le samedi. Bon, c'est vrai qu'il faudrait peut-être faire ça dans plusieurs chantiers, accélérer les dossiers, mais le problème actuellement, c'est la multiplication des chantiers. Et si on travaillait morceau par morceau, ça irait beaucoup mieux. Mais par exemple, sur le plan taxi, le maire est plutôt en phase avec Pascal Smet. Le PS a l'air d'être moins en phase avec Pascal Smet. Il peut rejoindre le maire s'il veut. Mais tout à l'heure, Rachid Madran, vous disiez qu'il n'y a pas de problème entre le PS et le SPA. C'est ce que vous disiez. Pourtant, il n'y aura pas de liste commune à la ville de Bruxelles. C'est le seul endroit. Et donc, c'est ça. Il y a un problème. Quand je dis. C'est le seul endroit? Non, c'est pas encore déterminé. Attendez, moi, je suis en majorité avec le SPA. Vous avez dit que j'étais échevin empêché, ce qui est exact. Qui me remplace, moi, comme échevin empêché? Un SPA. Qui a désigné ce SPA? Le PS, l'Assemblée Générale du PS. Donc, nous, depuis 82, on travaille avec le SPA. Et je peux vous dire qu'il y a eu un congrès de la Fédération bruxelloise du PS qui s'est tenu après les interventions de Pascal. Et de ce que je sais, et j'ai quelques informations de l'intérieur, l'ensemble des sections aujourd'hui se sont distanciées de la position de Pascal. C'est dur ce qu'il a dit à notre égard, honnêtement. C'est dur. Il n'y a pas un SPA qui serait aujourd'hui progressiste, moderniste, qui veut Uber, et nous qui serions des vieux conservateurs. Non, nous ce qu'on veut c'est des statuts, des emplois, on ne remet pas en question les statuts des travailleurs, et donc on essaye de trouver des solutions. Donc il est là aujourd'hui, je pense, le clivage idéologique. Mais je pense que, sincèrement, je pense que Pascal aujourd'hui ne fait pas l'unanimité à l'intérieur du SPA. Politiquement aujourd'hui, le SPA, que ce soit au niveau de Crombé, que ce soit au niveau de toutes les sections, il faut savoir qu'aujourd'hui, Pascal, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, et je connais Pascal depuis de nombreuses années, est un petit peu un électron libre à l'intérieur du SPA. Vendredi, sur notre antenne, Jeff Van Damme, député SPA, a soutenu Pascal Smet, SPA aussi. Oui, le président du parti aussi excelle dans une forme de distanciation, non pas avec Pascal Smet, mais avec votre parti. Je veux dire, Crombé, il a été aussi... notamment à partir de l'explosion du scandale du SAMU social, il était très en ligne avec son secrétaire d'État. Le président de la Fédération bruxelloise du SPA, qui était échevin à Saint-Gilles, souhaite continuer avec le SPA. Si nous aujourd'hui on est un problème avec le PS, pardon. Si on est aujourd'hui si on est aujourd'hui nous devenus infréquentables, alors le plus simple c'est qu'ils fassent des listes seuls partout. Aujourd'hui le SPA est à 0,4% dans les sondages. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est le PS qui a un intérêt arithmétique aujourd'hui à travailler avec le SPA? Il faut juste faire ce calcul-là. Donc voilà, moi je ne vais pas faire non plus une tirade parce que moi j'ai pas de problème avec le SPA. Je vais encore faire liste commune à Iturbé avec le SPA. Et voilà, moi j'ai des tas d'amis aujourd'hui au SPA. Je sais que, évidemment, facialement, ils ne vont pas prendre des positions publiques en attaquant leur ministre, honnêtement. Mais en coulisses, vous avez cité une série de noms. Moi, je pense que tous ces gens ont envie de continuer. D'ailleurs, ils demandent tous à être sur les listes PS. Et moi, en tout cas, pour le SPA d'Iturbé, qu'ils ont fait un communiqué de presse diffusé à Belga. Ils seront avec vous sur la liste. Dans lequel ils demandent, ils disent, nous, ça fait depuis 1982, on a envie de continuer. LVLD, comment ça se passe? VLD maire, Dominique Dufourny? À Guy Van Engel et à Didier Renders. Mais l'an dernier,
il y a 6 ans, nous avions fait une liste commune MR-VLD. Cette fois-ci, ce sera la liste de la bourgmestre et nous avons réservé des places VLD sur notre liste et nous avons un parfait accord. Ils sont les bienvenus. Bien entendu. Et ailleurs Nicolas Dedecker. Mais quand Didier Renders dit que le VLD bruxellois est le 3e parti socialiste sur la région bruxelloise, est-ce que vous le ressentez au quotidien XL avec les libéraux flamands? Moi, ce qui m'intéresse, c'est avoir une équipe et des gens qui travaillent bien ensemble et c'est le but. Donc, c'est de se dire dans son équipe personnelle, avoir des gens qui sont positifs, y compris dans le collège. Donc, c'est une coordination aussi, la gestion d'une équipe et c'est ce qui m'importe et donc je n'ai pas de souci à ce niveau-là. Mais avec votre casquette de député régional, par exemple, là, vous voyez comment fonctionne la majorité et l'opposition. Est-ce que le VLD est sur la même base que le MR, l'un dans la majorité, l'autre dans l'opposition? C'est difficile. Déjà, l'un dans la majorité, parce qu'effectivement, au niveau des néerlandophones, il devait être dans la majorité. Mais autrement, c'est vrai qu'on aurait quand même préféré soit être ensemble dans la majorité. C'était une volonté de départ. Ça ne s'est pas fait comme ça. Effectivement, il y a des divergences d'opinion. Mais opposition-majorité, c'est normal que nous ne sommes pas toujours d'accord sur les mêmes dossiers. En fait, vous êtes d'accord sur le décumul intégral, par exemple. Marianne Susny. Je me permets de dire ce que j'ai déjà dit, c'est qu'on n'a pas parlé de mobilité, on a parlé de majorité et d'opposition, de possibilité de se fédérer entre flamands et francophones. Voilà, c'est comme dans le sujet où on a parlé... on va reprendre ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une mobilité qui est valable pour tout le monde? À la fois, je dirais, les XLois, les Etterbecquois, et puis tous les nafteurs qui viennent. Est-ce qu'il y a moyen de penser une mobilité commune? Dominique Dufourny. À mon sens, il faudrait vraiment gérer la planification des chantiers, parce qu'on voit les chantiers de Bruxelles Mobilité, mais avant ça, il y a les impétrants. Vivaquois. C'est Vivaquois qui prend le plus de temps. Par exemple, boulevard Général Jacques, chaussée d'Ixelles, c'est là où vraiment se situe le problème. Et il se fait que le ministre des Travaux n'a pas la tutelle de Vivaquois. Or, pour bien gérer, il faut à la fois planifier, exécuter. Donc, à un moment, il faut vraiment rassembler tout ce pouvoir pour qu'on puisse coordonner. Et ce n'est pas le cas actuellement. Et donc, il est évident que si on peut raccourcir les chantiers Vivaquois, ça accélérerait aussi la mobilité. Rachid Madral. Moi, je pense, honnêtement, il faut être honnête. Il faut dire que Bruxelles seule ne pourra pas régler le problème de la mobilité. Alors, j'entends souvent, il faut des parkings de dissuasion à Bruxelles. Attendez. La réalité aujourd'hui, c'est que si la région wallonne, la région flamande, l'État fédéral ne travaillent pas ensemble avec la région bruxelloise pour installer, par exemple, des parkings de dissuasion, mais pas à Bruxelles, loin avant Bruxelles. Je pense, par exemple, à Louvain, bien avant, près des gares. Si là, on commence à investir... Je termine juste le raisonnement. Si déjà, l'ensemble des gouvernements de ce pays travaillent avec une vision commune et cohérente sur comment est-ce qu'on va régler le problème de Bruxelles si 350 000 nafteurs tous les jours débarquent à Bruxelles. Quand en même temps on fait des économies, 3 milliards d'économies à Infrabel, ça veut dire aujourd'hui, il y a un article aujourd'hui qui est publié, les petites lignes vont être sacrifiées. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura moins de trains. Donc s'il y a moins de trains, les gens vont venir comment? Dans les zones rurales, ils ont besoin de leur voiture pour se déplacer et notamment pour venir travailler à Bruxelles. Ça, c'est la mobilité pour les nafteurs, ça. Attendez, c'est celle-là dont vous parlez. Mais à l'intérieur de Bruxelles, parce que c'est bien de parler d'Infrabel, mais à l'intérieur. J'essaye de vous expliquer que seule Bruxelles ne peut pas régler ce problème. Oui, mais elle peut régler certains problèmes. Bien entendu, mais ce sera à la marge. Le vrai problème, excusez-moi, quand il faut 1h30 pour traverser Bruxelles en transport en commun bruxellois, continuer. En quoi est-ce que... Ça irait peut-être mieux s'il y avait des parkings à Louvain. Imaginez que demain, on double le nombre de bus, de métro, de tram à Bruxelles. Je ne vais pas demander qu'on les double. Non mais vous m'expliquez, qu'est-ce qu'on fait? Je vous dis, je vais dans votre logique. Doublons tout. On n'aura pas pour autant réglé le problème des nafteurs qui arrivent. Donc il faut travailler concomitamment, à la fois sur ce qui rentre et sur ce qui se déplace. Moi j'ai vu une petite étude qui est parue sur Bruxelles qui explique qu'aujourd'hui les Bruxellois, beaucoup ont abandonné la voiture. Un Bruxellois sur deux aujourd'hui, oui, mais beaucoup, moi j'en connais autour de moi, ils ont plus, non mais juste pour vous donner l'ordre de grandeur, un Bruxellois sur deux a abandonné son véhicule. 1 sur 9 en dehors de Bruxelles. Donc on a compris aujourd'hui que le flot de voitures qui arrive, plus ce qu'il y a aujourd'hui à Bruxelles, à la fois peut-être pas assez de transport public, amplifions cela, mais il faut aussi qu'on investisse dans la SNCB, Infrabel, dans le RER. Et donc, c'est pour ça que je dis, il faut la région wallonne, la région bruxelloise, donc, le fédéral et une action coordonnée. On est la priorité est plutôt sur les voitures des nafteurs et ça améliorerait les voitures de société aussi. Voilà, ça aussi, il faut régler. Tout ça, des incitants. Votre vision à vous, Dominique Dufourny?
Il est évident qu'il faut coordonner à la fois l'État fédéral, les régions, les communes. Et donc, il n'y a que comme cela qu'on puisse effectivement rendre une mobilité active. Bon, les travaux actuellement, c'est vrai qu'on parle beaucoup de mobilité. Pourquoi? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, 1 heure pour traverser Bruxelles, on se demande comment c'est possible. Mais les travaux vont dans le sens d'une meilleure mobilité des transports en commun, des pistes cyclables. De plus en plus de gens prennent le vélo. Moi, par exemple, mes filles, elles prennent le tram, elles prennent le bus, elles n'ont pas du tout envie d'acheter une voiture. Donc, il faut vraiment s'adapter à tout ce mode de transport. Et donc, les travaux qui sont générés actuellement vont dans ce sens. Très bien. On passe maintenant à notre deuxième sujet. On va parler de viande, parce que pendant toute la semaine, on a beaucoup parlé de viande. Et lundi, il y avait même carrément une commission de la santé qui s'est réunie à la Chambre pour en parler. C'est Michel Guéhière qui y était pour nous. 3 ministres et un patron d'agence auditionnés. Le premier à prendre la parole évoque des pratiques mafieuses, dézingue l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et promet un audit. Les dispositions auraient dû être prises pour que les contrôles opérés soient plus offensifs, plus agressifs compte tenu des informations dont on disposait depuis octobre 2016. Voilà le premier reproche fait à l'AFSCA, ne pas avoir informé le gouvernement de la gravité de la situation, ni d'une plainte du Kosovo suite à une vente de viande avariée. Isolé, le patron de l'Agence pour la sécurité alimentaire se défend. 2 contrôles menés cette année chez Veviba, 8 l'année dernière, 12 en 2016. Les députés ne sont pas convaincus. Monsieur le ministre, la personne qui est assise à côté de vous est-elle sur la même planète que les consommateurs ? Est-elle sur la même planète que les éleveurs et les agriculteurs qui, eux, vont être les premiers concernés par ce nouveau scandale? Jusqu'où les tricheries, notamment sur l'étiquetage, sont détectées à temps par l'AFSCA? Ça, c'est la vraie question. Autre reproche, la gestion de la crise à la fin de la semaine dernière, avec de la viande retirée des rayons, voire détruite, alors que finalement, elle était propre à la consommation. Ce sont des mesures de précaution, comme toujours. Et l'autre chose, c'est le fait qu'après, on fait des investigations, on prend des cultures, on prend des échantillons. Un premier rapport sur les contrôles menés par l'AFSCA est attendu jeudi. L'agence mène de nombreux contrôles, notamment en région bruxelloise. Sa crédibilité est aujourd'hui entachée. La crédibilité, là, on peut en parler, hein, Julie Frère? Oui, certainement. Je pense qu'il y a eu énormément d'éléments dans ce dossier, mais je pense qu'on doit relever plusieurs points. L'amélioration de la traçabilité, je pense que c'est quelque chose d'absolument crucial. Aujourd'hui, on a une chaîne qui fonctionne où chaque acteur de la chaîne n'est responsable que de ce qui se passe juste avant et juste après lui. Donc, on n'a pas une vision globale d'ensemble qui permet une traçabilité beaucoup plus générale et qui permettrait d'agir aussi plus rapidement. Je pense que ça pointe aussi la limite des autocontrôles. On sait que les autocontrôles, c'est une obligation européenne, mais les autocontrôles ne suffisent pas. Ils ne peuvent pas. L'autocontrôle, c'est l'entreprise qui s'évalue elle-même. Oui, tout à fait. Mais il faut qu'il y ait par la suite des contrôles par des agences telles que l'AFSCA. Et là, un point que Tessacha a soulevé, et déjà lors de la crise du fipronil, c'est qu'il faut évidemment donner les moyens de ces ambitions à l'AFSCA. On a vu que malheureusement le budget de l'AFSCA a diminué. Cette diminution du budget se traduit aussi en une diminution des contrôles. Donc on sait qu'aujourd'hui, ça va vraiment être un des challenges des prochaines années, la fraude alimentaire. Donc il faut absolument qu'on ait une agence forte avec les moyens qui lui permettent de travailler correctement. Et puis, dernière chose que je voudrais dire, c'est aussi le problème de la communication dans ces dossiers. On a vraiment une communication de l'AFSCA qui nous dit dès qu'il y a une enquête judiciaire qui est ouverte, nous, on ne peut plus rien dire. Mais on ne peut pas accepter qu'à partir du moment où il y a un potentiel danger pour la santé publique, qu'il n'y ait absolument aucune communication depuis septembre 2016 et que les consommateurs apprennent le tout a posteriori et que les consommateurs, à ce moment-là, à juste titre, se méfient. Donc il faut des moments de communication, sans doute conjoints avec le parquet, pendant qu'une enquête est ouverte, mais ça ne peut pas être silence radio comme ça s'est passé cette fois-ci. Oui, en fait, ici, on est face à une affaire criminelle, une fraude criminelle, et la question que je les pose aux politiques, c'est, j'entends que tout le monde tape un peu sur l'AFSCA et sur son voisin, mais est-ce que l'AFSCA a vraiment les moyens d'être une police de type criminel
capable de détecter ce genre de scandales qui seront toujours cachés, évidemment. Aujourd'hui, c'est une administration. Hein, oui, bien sûr. Dominique Dufourny, est-ce que, quand vous entendez ça, est-ce que vous dites, oui, on doit faire un effort pour davantage surveiller ces fraudes alimentaires? Ah, bien entendu, il faut davantage surveiller, il faut que les contrôles aient lieu, et bien entendu qu'on ne soit pas prévenu du contrôle. Parce que c'est très bien de faire des contrôles, mais si on est déjà averti à l'avance, ben ça ne sert à rien. Ouais. Donc il faut vraiment faire en sorte que... Des contrôles inopinés. Mais voilà, c'est pareil pour des contrôles de police, des contrôles d'urbanisme, pour certains établissements, on connaît ça aussi. Et donc il faut vraiment avoir une protection de l'information, parce que lorsqu'on fait un contrôle, si 24 heures avant, 48 heures avant, on prévient donc les personnes qui vont être contrôlées, ça ne sert certainement à rien. Rachid Madran. Moi, comme beaucoup de gens, je suis évidemment en colère et inquiet. Moi, il y a deux choses qui me frappent. Vous l'avez dit, il y a 6 mois, on a le scandale du fipronil. On nous annonce des mesures, c'était le ministre de l'Agriculture fédéral qui dit... On va prendre des mesures, ça ne va plus jamais se reproduire. 6 mois après, Bardaf s'est lombardé. On a ce coup-ci l'abattoir Véviba. OK. À mon avis, il y a 2 choses qu'il faut faire. La première, c'est une audit générale sur l'AFSCA. Vraiment, il faut qu'on sache qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Première chose. Je ne les accable pas, mais il faut qu'on comprenne comment ça se fait aujourd'hui qu'il y a des tels manquements. 2, il y a une chose qui m'a frappé. À l'époque de Magda Alvout et de Rudy Demotte, l'AFSCA était sous la tutelle du ministre de la Santé publique. On a basculé de la santé publique vers l'agriculture. Qui l'a fait? Je m'excuse, Dominique. Qui l'a fait? Sabine Laruelle. Sabine Laruelle était quoi avant d'être ministre de l'Agriculture? Elle était la présidente de la Fédération Wallonne de l'Agriculture. Et donc, de nouveau, c'est un petit peu ce que vous dites. Il y a des pays où c'est aussi l'agriculture. Ça dépend des pays. Hein. Oui, mais moi... C'est pas propre à la Belgique. Je veux juste terminer. Ce qui se passe chez Véviba, c'est mauvais pour l'agriculture. Mais bien entendu, c'est surtout mauvais pour les producteurs qui font un bon travail. Et on a aujourd'hui des éleveurs qui sont de grande qualité. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est dans quelle situation? On est... Finalement, l'AFSCA, le job de l'AFSCA, c'est quoi? C'est, au fond, de garantir la santé des concitoyens, mais la santé des consommateurs. C'est ça leur job, d'abord et avant tout. Ils ne sont pas là pour entretenir ou avoir de bonnes relations avec les abattoirs. Et moi, je n'accable pas les producteurs. Moi, mon problème, c'est les abattoirs. Vous voulez que je vous dise? Dans d'autres pays, j'ai vu ça, les abattoirs sont des services publics, contrôlés par les pouvoirs publics. Bien, moi, je pense qu'il faut... 1, remettre la tutelle de l'AFSCA au niveau de la santé publique. Et 2, il faut, à mon avis, rendre tous nos abattoirs, service public et peut-être rapprocher l'abattoir du lieu de consommation. J'ai interrogé, je ne vais pas faire sa publicité, mais un boucher d'Etterbeek. Je lui dis comment ça marche, c'est toi? Non, mais c'est intéressant. Et il m'a dit quelque chose que d'autres spécialistes disent. Il me dit, comment veux-tu aujourd'hui qu'on ait de la qualité quand j'achète mon poulet? Vous achetez votre poulet rôti à 5 €, 6 €. Aujourd'hui, ils achètent à 1,09 € le kilo le poulet. 1,09 €. Est-ce que vous imaginez vraiment qu'on peut aujourd'hui avoir du poulet ou de la viande de qualité ou du haché dont je ne sais même pas d'où elle provient? Donc n'achetez pas, c'est ça que vous dites. Ah, nous, en tout cas, moi je peux vous dire que personnellement, j'ai perdu confiance. J'ai perdu confiance dans les produits. Et donc je me tourne vers des choses qui sont plus traçables, plus garanties. Et j'ai changé la manière aujourd'hui de consommer. Je vais chez des gens que je connais qui eux-mêmes savent où ils vont se fournir. Juste deux mots. TSHA est favorable aussi au fait que la tutelle sur l'AFSCA revienne à la santé publique. La mission première de l'AFSCA, c'est garantir la santé publique. Et pour nous, c'est tout à fait logique et cohérent que ça revienne à la ministre de la Santé publique. La deuxième chose, c'est qu'on a entendu certaines voix qui disent la recherche du prix le plus bas, c'est en gros la faute du consommateur, et donc le consommateur serait en quelque sorte co-responsable de ce qui se passe. Alors il y a 2 choses, vous avez parlé de qualité. Et effectivement, il y a des très grandes variations de qualité aujourd'hui. On a vu dans une étude qu'on a menée encore récemment que parfois dans un jambon, on a seulement 70% de viande, 30% d'additifs, d'agents de remplissage, etc. Bon, ce sont des pratiques légales. Là, le consommateur, il doit regarder les étiquettes et c'est comme ça qu'il s'en prémunit. Mais la sécurité, elle doit être absolument la même pour
tout le monde. Et un consommateur qui achète un produit, que ce soit à 1 euro, que ce soit à 15 euros, il doit avoir la garantie qu'il achète un produit sûr. Et donc pour nous, le discours qui consiste à dire que le consommateur serait plus ou moins co-responsable de pratiques illégales, je sais, ce n'est pas ce que vous avez dit, vous parlez bien de qualité, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui se mélange parfois dans l'esprit des gens. Et pour nous, c'est vraiment inadmissible de dire que le consommateur serait co-responsable de une baisse de la sécurité. Cette semaine, on a vu une étude où on voyait que les supermarchés belges étaient plus chers que ceux des autres pays. Donc ça veut dire que les autres pays, c'est encore pire au niveau du prix de la viande, par exemple. Et par ailleurs, le prix est... Dans l'étude que nous avons menée, le goût reste le premier critère suivi du prix et la moitié des répondants à notre enquête achetaient aussi un produit parce qu'ils pensaient que ce produit était sain. Donc je pense qu'il y a d'autres considérations au niveau des consommateurs que le prix et le consommateur n'est pas à même de savoir lui-même, seul, quel est le prix juste pour un produit. Très rapidement, je demandais à chacun, est-ce que vous avez changé votre manière de vous nourrir depuis toutes ces affaires qui touchent beaucoup, effectivement, la viande? Rachid Madrane, vous mangez encore beaucoup de viande? Moi, ça fait longtemps que la viande, elle prend une part vraiment très minime dans ma consommation de manière générale. Vraiment. Dominique Dufourny? Mais moi, le problème aussi, c'est le bien-être animal. Et lorsque j'ai vu dans certains abattoirs comment on traitait les animaux, je suis intervenue. Ça vous a refroidi aussi. Je suis intervenue d'ailleurs au Parlement bruxellois et la ministre de tutelle a déclaré installer plus de caméras de surveillance parce que ça, c'est inadmissible aussi. Et c'est vrai que ce genre de phénomène, mais finalement, on est dégoûté. Pourquoi? D'abord, il y a la santé, puis il y a la maltraitance des animaux. Tout ça ensemble peut faire en sorte qu'à un moment, on se désiste et on préfère manger d'autres aliments. Donc pas de viande, vous? J'en mange beaucoup moins qu'avant, c'est vrai. Marcel Serre? Alors je mange moins de viande, meilleure, et du coup je peux me permettre des légumes bio exclusivement. Oui. Moi, ça fait longtemps que je continue à manger de la viande, mais j'achète de la viande de producteurs locaux, bio, circuit court. Voilà. Nicolas de Decker. Non, je n'avais pas changé. Le carnivore. Je suis désolé. Je n'ai pas changé. Je peux dire une petite chose quand même, c'est que je pense que ça va être même la conclusion de ce qui frappe dans ce scandale, bien sûr, question de santé publique, avec des énormes profits, ça on peut aussi le souligner, c'est que ça frappe terriblement l'imaginaire parce que c'est le nourricier empoisonneur. Et le nourricier empoisonneur, ça m'a fait penser à un autre scandale qui relève aussi de la santé publique. C'était le scandale du sang contaminé en France au début des années 90, où par transfusion, les transfusions ont induit des contaminations virus du sida et de l'hépatite C, et où le soignant, celui qui devait aider à la santé, devient aussi l'empoisonneur, avec une triangulaire où le politique, avec l'AFSCA, on n'a pas dit dans le sujet, on a dit agence pour la sécurité, on n'a pas dit agence fédérale dans le sujet, avec quand même une connotation politique. Et dans le Centre national des transfusions sanguines, il y avait aussi une imbrication avec le politique et une sorte de triangulaire. Et donc, voilà, c'est ma petite réflexion. Alors, on va passer à notre rubrique hebdomadaire où je vous propose à tous les deux des galeries de portraits. Et vous allez choisir parmi ces 4 visages celui qui vous inspire le plus. On commence par vous, Dominique Dufourny. Alors, je vous propose d'abord Xi Jinping, le numéro 1 chinois pour la vie. Stephen Hawking, le scientifique le plus célèbre, décédé cette semaine. Ou alors Marine Le Pen, qui a changé en tout cas le nom de son parti. Ou encore Martin Selmayr, un haut fonctionnaire allemand nommé bizarrement, très bizarrement, à la Commission européenne. Alors qui choisissez-vous? Xi Jinping, Stephen Hawking, Marine Le Pen ou Martin Selmayr? Le scientifique. Facile, c'est ça. Facile. Quelque part, vous me donnez le choix. Oui. Mais vous allez voir, c'est pas meilleur pour Rachid Madrane. J'en ai aussi trouvé des terribles. Éléonore et Chloé Sana, médaillées aux Jeux paralympiques, toutes les deux, vraiment des héroïnes. Sergei Skripal, l'espion empoisonné à Londres qui crée une relation de crise entre Russie et Grande-Bretagne. Bertrand Cantat, le chanteur violent qui se retire des festivals. Ou Philippe Delusine, le patron d'RTL qui s'est
séparé de 88 personnes cette semaine. Alors, revenge porn, ça. pas du tout. Évidemment, je n'ai rien à voir avec Éléonore et Chloé Sana ou Sergueï Skripal et Bertrand Cantat, ou aujourd'hui avec Philippe Delusy. Alors évidemment, Éléonore et sa sœur, parce que d'abord elles sont élites sportives, elle est élite sportive. Exact. Je l'ai vue il y a 3 semaines, juste avant son départ à Pyeongchang, et c'était dans un colloque au Parlement bruxellois où je lui ai dit « Bon, je ne veux pas te mettre la pression, mais reviens-nous avec des médailles. » Et j'ai reçu un petit mot de sa maman que je salue, qui m'a dit « Ce n'est pas la pression, mais je suis très fier de mes filles. » Et donc j'étais super content, parce que c'est une manière de nous démontrer une chose, c'est que les Jeux paralympiques sont aussi beaux que les Jeux olympiques habituels. Et on m'a beaucoup... Surtout quand on gagne des médailles. On m'a beaucoup interpellé en me disant, mais enfin, comment ça se fait que les francophones n'ont pas d'athlètes aux Jeux olympiques? Je leur ai dit, écoutez, je veux bien construire des montagnes, je n'ai pas les infrastructures, s'il faut, on fera des pistes indoor. On va parler de pistes synthétiques de ski, peut-être. Mais vraiment, franchement, c'est un hommage à tous les athlètes paralympiques. Vraiment, moi, je suis très ému chaque fois que je vois ça, parce que j'avais vu les Jeux paralympiques à Rio. Et j'ai été humainement... Enfin, c'est une grande leçon d'humilité. Voilà. Je vous ai un peu coupé la parole, Dominique Dufourny. Je n'ai pas eu l'occasion de vous laisser dire un mot sur Stephen Hawking. Je ne sais pas si vous aviez une anecdote particulière aussi saillante que celle de Rachid Madran. Non, effectivement, je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer, mais bien sûr, tout ce qui est science m'interpelle. Alors, je vous propose maintenant, ce qu'on fait toujours après cette tête d'affiche, c'est nous sommes en partenariat avec Transparencia, Cumuleo et maintenant Cabinetto.be, donc tous ces gens qui recherchent la transparence partout, et ils ont une question pour chacun d'entre vous. Dominique Dufourny, d'abord, les gens de Transparencia nous disent « Merci à Excel d'avoir jusqu'à présent répondu à toutes les questions des utilisateurs de Transparencia ». Sauf une. Alors donc, je vous rappelle cette question-là. Pourriez-vous fournir la liste des collaborateurs des cabinets, du Gourmès, des échevins, les dates, les statuts d'engagement, les mandats, les rémunérations, d'ici les vacances de Pâques, par exemple, pour qu'on puisse voir s'il y a conflit d'intérêts dans le cas des gens qui travaillent dans les cabinets. Effectivement, il n'y a aucun souci. On pensait que ça remontait à plus d'années que ça. Donc finalement, pour 2012, ce sera fait. Et quelque part, ce sera 2012, à partir de 2012, parce que c'est vrai que tous les 6 années, on change d'échevin et de chef de cabinet aussi. Donc à partir de 2012, donc on va renseigner. Et puis, ce sera aussi l'occasion pour les personnes qui regardent le site d'être mieux en rapport avec les chefs de cabinet, puisque finalement, les relations citoyennes, ce sont les chefs de cabinet qui répondent et qui préparent très souvent des réponses ou des projets pour les membres du collège. Alors, une question pour Rachid Madran. Il y a eu des accusations à un moment donné de favoritisme, de conflit d'intérêts dans l'attribution de subsides. Est-ce que, pour justement faire toute la lumière là-dessus, est-ce que vous accepteriez, Rachid Madran, de publier aussi avant Pâques sur votre site internet le cadastre détaillé des attributions de subsides depuis le début de la législature en 2014. J'ai pas besoin de le faire parce avec que tout le détail. J'ai pas besoin de le faire parce que ça se fait sur le site de la communauté française. Et par ailleurs, toutes ces fameuses attaques qui sont parues notamment et qui ont été relayées dans un magazine bien connu, oui, tout à fait, l'ont été au moment du débranchage de prise. Et toutes ces structures où on m'a dit ils sont proches du PS, ils sont proches de je ne sais qui, elles ont toutes été agréées par la commission d'agrément. Et donc, en réalité, le problème, il n'était pas d'avoir des structures PS ou pas PS. Le clivage dans l'aide à la jeunesse, je suis content que vous me posiez la question. Le clivage dans l'aide à la jeunesse, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on était en train de faire? Qu'est-ce qu'on était en train de faire? Non, mais très sérieusement. Plus sérieusement. Mais oui, mais il faut expliquer. Vous ne pouvez pas me poser un truc aussi important et me dire, vous avez 12 secondes pour en parler. Vous en avez 13. Vous êtes bien aimable, monsieur Deleu. Juste vous dire une chose. Le clivage, il n'est pas entre laïcs, religieux, entre socialistes et pas socialistes. Le clivage, il est entre des structures qui possèdent ou pas des bâtiments pour accueillir des enfants en danger ou en difficulté. Moi, j'arrive, on me dit, il manque 1000 places. Je débloque 25 millions d'euros pour créer des places. Je fais un appel à projet. Rentrent des structures, rentrent ceux qui rentrent. Je prends ceux qui rentrent. Et on me dit... À Liège, notamment, on me dit « Oui, mais à Liège, il y en a qui voulaient rentrer et qui n'ont pas pu le rentrer, vous avez favorisé. » Je lance un deuxième appel à projet. Combien de dossiers sont venus de Liège?
Zéro. Donc il n'y avait pas de structure. Donc on était dans l'après, etc. Et finalement, qu'est-ce que j'ai fait pour que ça soit bien validé? J'ai dit, vous savez quoi? On va demander à la commission d'agrément d'agréer les projets. C'est pas moi qui vais les agréer. J'ai fait une commission où il y a le secteur qui est représenté. Et aujourd'hui, tout ça est tranquille. Et la réalité, c'est qu'on a créé 1250 prises en charge nouvelles. Ça m'a fait mal au cœur parce que c'est pas ma manière de fonctionner. À la fois le clivage philosophique et le clivage politique. J'ai jamais travaillé comme ça. Maintenant, c'est transparent. Maintenant, tout ça est réglé. Au moins, vous avez l'information. Okay. Maintenant, on va parler des terrains synthétiques cancérigènes, car usés jusqu'au bout des billes noires. Reportage Jean-Christophe Peuzès et Hugo Marx. Un amas de petites billes noires en décomposition. Voilà ce que l'on trouve aux abords du terrain communal d'Ixelles. Ce sont de vieux pneus qui ont servi à l'aménagement du terrain de foot synthétique. Une étude américaine a indiqué la présence d'éléments potentiellement cancérigènes dans ces substances. Et face au risque pour la santé, Écolo demande une réaction rapide de la commune. Le terrain étant très vieux, ces pneus se réduisent en poussière. Et donc cette poussière se trouve sur le corps des enfants, dans leurs chaussures, ils ramènent ça à la maison, etc. Donc voilà, je pense qu'on a suffisamment d'éléments pour agir le plus rapidement possible. Et donc voilà, j'interpelle la commune pour qu'elle fasse le nécessaire. L'échevin des sports d'Ixelles dit mettre tout en œuvre pour effectuer le remplacement du terrain dans le plus bref délai possible. Au niveau régional aussi, des décisions ont été prises. 75 terrains ont bénéficié de subsides depuis 1991 et un recensement est en cours pour déterminer ceux qui ont été réalisés avec d'anciens pneus. Et pour les nouvelles infrastructures, le principe de précaution et de rigueur. Tant que je n'ai pas de réponse du gouvernement fédéral sur la dangerosité de ces matériaux, notamment le volet santé et le volet consommateur, eh bien, je pense qu'il est important de suspendre le soutien à des terrains synthétiques qui sont composés de billes noires, parce que je pense qu'il ne faut pas faire prendre de risques à nos jeunes et à nos citoyens bruxellois. À Ixelles, la nouvelle infrastructure pourrait être aménagée en août. Et en attendant, aucune interdiction d'utilisation du terrain n'est à l'ordre du jour. Alors ces fameux terrains synthétiques, je vais d'abord m'adresser à vous, Dominique Dufourny, parce que c'est ceux d'Ixelles, au départ on parle de ça. Est-ce que donc vous avez décidé de les modifier, de les changer? Est-ce que vous allez pouvoir trouver des terrains qui ne sont pas cancérigènes? Est-ce que c'est possible? D'abord, on attend toujours l'évaluation parce que c'est contradictoire. Donc, c'est vrai que pour autant, on ne va pas non plus empêcher la pratique du sport actuellement. On est quand même au mois de mars, il y a des championnats. On devrait stopper, mais toutes les équipes de football sont disqualifiées. Donc, on attend la fin de la saison. On attend la fin de la saison. L'échevin des sports que vous avez reçu, Béa Diallo, fait en sorte d'accélérer le dossier parce que nous avons inscrit pour 2019 le nouveau terrain synthétique. Pourquoi? Parce qu'il faut 15 années normalement pour amortir le terrain et pour être subsidié. Sans doute que ces 15 années, c'est peut-être trop long. Donc, il faudrait peut-être voir aussi le nombre d'années pour être subsidié. Voilà, avoir l'usure. Donc, et c'est vrai qu'au départ, quand on a installé ce terrain, il était prévu, et ça c'est magnifique quand même des terrains synthétiques, de pouvoir travailler d'une manière optimale. Donc c'est quelque part, moi j'ai connu ce terrain, avant c'était de la boue. Donc on avait parfois forfait parce que c'était des terrains boueux. On a que la boue pour le foot, c'est plus rigolo. Tout à fait. En fait, on a deux terrains. L'autre c'était un terrain avec du sable. Et comme il était proche du cimetière, de temps en temps il y avait des ossements qui ressortaient également. Et donc là maintenant on a un terrain. Je crois que c'est mieux le terrain synthétique. Voilà, c'est ça. Et grâce à ça, c'est vrai qu'il a été vraiment fort fréquenté. Le deuxième terrain qui sert au hockey est un terrain nouvelle génération qui, lui, est à base de récupération d'eau de pluie. Et avec des valves, le terrain est arrosé. Donc, c'est vraiment un terrain écologique et d'avant-garde. Donc, il faut se diriger évidemment vers des terrains de ce type-là. Mais le terrain d'Ixelles, nous souhaitons, en accélérant le dossier, pouvoir, dès la rentrée, avoir un nouveau terrain. Donc, vraiment, c'est le souhait du collège. Et je sais que M. Diallo, l'échevin des sports, va faire en sorte, c'est lui-même qui avait prévenu déjà de la dangerosité de ce terrain et qu'il fallait le remplacer bien avant les 15 années. Il râlait que ce soit Écolo qui ait raconté cette histoire alors que lui l'avait soulevé déjà avant. Alors, Rachid Madran, le ministre des Sports, qu'est-ce qu'il fait?
Qu'est-ce qu'il a à dire là-dessus? Mais en tout cas, il n'a pas dans ses compétences. Malheureusement, notre pays est un pays magnifique, mais les infrastructures sont de la compétence régionale. Mais néanmoins, l'ADEPS a des infrastructures. Et donc, j'ai immédiatement demandé, tiens, on a combien de terrains? Il y en a un à Mons, qui est un terrain de hockey, qui va être démoli parce que l'ensemble du site va être complètement rénové. Qui ressemble au terrain Oui, qui est tout à fait similaire avec les pneus noirs recyclés. On en a un. Voilà. Mais il va être démoli. Bon. Mais ce que vous devez savoir, c'est que j'ai demandé quelles sont les études qui existent aujourd'hui. Je veux avoir ces études. Il y en a deux. Il y a une étude hollandaise du Rijksinstituut voor Volksgezondheid qui date de 2017 et on a une autre étude qui est l'étude de l'Agence européenne des produits chimiques. Elles datent toutes les deux de 2017 et toutes les deux concluent que le risque est faible et que il n'y a pas de problème, il n'y a aucune contre-indication. Ça, c'est l'option des deux études. Mais comme beaucoup de gens, j'ai vu l'émission Envoyé spécial, l'excellente émission d'Élise Lucet, Envoyé spécial, qui parlait des États-Unis en disant il y a des cas. Donc évidemment, nous, responsables politiques. Principe de précaution. Principe de précaution. Donc évidemment, j'ai fait un moratoire, c'est fini. On me parle d'alternatives qui existent depuis longtemps, qui sont un système de petites boules de liège qu'on pourrait utiliser, qui auraient plus ou moins les mêmes propriétés. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est un moratoire. Et deux, j'ai interpellé mes collègues européens, parce qu'on a un conseil des ministres européens, pour leur dire, bon, est-ce qu'on mutualiserait pas nos moyens pour essayer de mener une étude à l'échelle européenne, pour avoir une étude à l'échelle de toute l'Europe qui nous dit est-ce que c'est problématique ou est-ce que c'est pas problématique. Mais aujourd'hui, honnêtement, tout le monde est sous le coup de l'émission. Et je comprends, et vous imaginez les politiques tout de suite. L'émission et de l'émotion. De l'émission et de l'émotion. Je vais juste rajouter un petit mot. Oui, vas-y. C'est que, bon, on parle de la santé, mais aussi la pratique du sport. Parce que c'est vrai que travailler, donc jouer sur un terrain avec ces petites billes noires, ben, c'est très désagréable aussi. Et donc, quelque part, il faudrait vraiment revoir les conditions de subside et peut-être diminuer le temps réel d'un gazon. C'est 15 ans. Quoi. Nicolas de Decker, vous voulez intervenir. Je parle sous le contrôle d'une philosophe. Il y a une école philosophique qui s'appelle le conséquentialisme. C'est-à-dire qu'on juge de la justesse en philosophie morale, on juge de la justesse d'un phénomène en fonction des conséquences de ses effets, est-ce que c'est bien ou pas. Et ici, en l'occurrence, on s'interroge en termes de conséquences, est-ce que c'est bon ou pas pour la santé de jouer sur des terrains synthétiques. Et donc on ne réfléchit pas en soi au fait que ce phénomène soit bon ou pas. Et moi, je trouve que les terrains synthétiques de football sont mauvais en eux-mêmes. Même si c'était encore bon pour la santé, ce serait mauvais. Pourquoi ? Parce que le terrain de football, c'est encore un peu ce qui nous reste dans une ville, en l'occurrence comme Bruxelles, c'est ce qui nous reste de la campagne, c'est ce qui nous reste de la nature. Et alors c'est déjà une nature travaillée, c'est pas, on ne trouve pas ça au milieu de la forêt vierge, on ne trouve pas de terrain de football. Mais au moins on a un contact avec la terre, avec les pelouses. Et ça me fait penser à ces résultats d'une enquête qu'on a révélée il y a quelques années, où les enfants dessinaient de plus en plus des vaches mauves. Parce qu'ils ne voyaient jamais de vaches, sauf dans la publicité pour une marque de chocolat. Et aujourd'hui, les enfants qui jouent au football, leur seul contact avec de l'herbe, c'est de contact en fait avec du caoutchouc. Comment après s'étonner qu'ils pensent que les arbres poussent dans la pierre, sur les trottoirs, etc. Quel est le rapport à la nature ? Moi, je trouve ça vraiment désagréable. J'ai par ailleurs une petite anecdote personnelle. Quand j'étais dans mes années d'UNIF, j'avais vraiment ce besoin de jouer au foot, je suis un obsédé de ce truc, et j'avais envie de jouer sur de la terre avec mes godasses et le truc qui s'enfonce et tout ça, et j'étais allé faire quelques entraînements au risque à Ixelles, et j'avais ce plaisir de retrouver de la boue en ville. Pour moi, ça avait été une véritable respiration, et je trouve que le choix du synthétique, culturellement, civilisationnellement même, c'est triste. Alors qu'en pense la philosophe Marianne Suisny ? Je suis très contente d'apprendre que vous êtes essentialiste plutôt que... Conséquentialiste. Non, essentialiste plutôt que conséquentialiste. Bien sûr. Mais ceci étant dit, donc évidemment, nous avons pratiquement tous vu l'émission d'Envoyé spécial avec la dimension internationale du problème, et que ces terrains existent depuis 50 ans aux États-Unis avec des conséquences fâcheuses, lymphome, leucémie, etc. Et vous avez parlé d'études scientifiques qui disent qu'elles ne le sont pas. Aux États-Unis, il y en a qui disent que c'est cancérigène. Mais moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est que quand même, on dit... tout de suite, quand il y a un problème comme ça qui est un peu en zone floue, parce qu'on ne sait pas encore très bien, tout de suite, c'est les études, c'est la science, l'argument d'autorité, la science a dit que si, la science n'a pas dit que là, et
alors qu'on sait bien que toute recherche scientifique ou enquête scientifique, en particulier dans un cas comme celui-là, il n'y a pas de science pure, quoi. Il n'y a pas de recherche pure et qu'il y a des préconceptions derrière. Et je ne dis pas qu'on trouve ce qu'on veut chercher, mais que ça ne se fait pas de façon... Quand même objectiver, non ? Oui, je crois en l'objectivité de la science, mais l'objectivité de la science, c'est aussi de se rendre compte qu'il y a quelque chose, qu'elle n'est pas neutre et pure et qu'il y a des choses qui peuvent se passer derrière, ce qui explique qu'il y a des études qui disent ça. Et la science dit le contraire aussi. Et donc voilà, et l'espace public, il est au milieu avec les responsabilités publiques et le politique doit décider. Moi, j'imagine que toi aussi, on a reçu des dizaines et des dizaines de courriers de parents, évidemment, dont les enfants jouent sur ces terrains. Et qui sont inquiets. Et qui s'inquiètent, et c'est légitime. Une étude a été faite pour savoir l'incidence sur la santé, parce qu'on dit oui, ils ramènent les boules dans leurs chaussures, dans leur sac à la maison. L'incidence sur la santé de quand on ramène de la boue, de l'herbe, avec tout ce qu'il y avait dedans. L'étude hollandaise, c'est précisément ça. C'est le contact avec cette substance. Si vous voyez l'émission Envoyé spécial, ils disent que c'est plus dangereux pour les gardiens de but que pour les autres, parce que forcément... Oui, mais est-ce qu'on sait combien était dangereux quand on ramenait de l'herbe? Des ossements. On ne va pas terminer ce dossier-là. Je propose qu'on passe au dernier sujet de la semaine, qui est un sujet un peu particulier, mais je voulais absolument qu'on en parle. C'est parce que je trouve que sur les réseaux sociaux, certains se plaignent qu'on ne peut plus rien dire, de peur d'être taxé de misogyne, de misandre, de fasciste, de bisounours. Et je vous passe toutes les insultes possibles. Alors, où est passée la liberté d'expression bienveillante? Et j'ai un exemple avec la photographe réalisatrice de clips, la bruxelloise Charlotte Abramoff, qui travaille notamment pour Angèle, mais elle a sorti un clip d'une chanson de Brassens qui s'appelle Les Passantes, un clip qui était aussitôt interdit aux mineurs par YouTube parce qu'il y avait des choses qui ne leur plaisaient pas. Alors écoutez, comment raconte Charlotte Abramoff sa mésaventure? Au bout de quelques heures, le clip a été censuré sur YouTube pour les moins de 18 ans, ce que j'ai trouvé vraiment choquant et triste, parce que je pense que j'ai vraiment essayé d'amener quelque chose... En effet, il y a quelque chose de cru, mais il y a aussi quelque chose de doux dans l'aspect formel du clip. Et du coup, il a été censuré au bout de quelques heures, parce qu'apparemment, il y aurait eu des scènes offensantes. Alors, je me pose la question encore de est-ce que c'est les métaphores des vulves? Est-ce que c'est la peinture rouge sur le pantalon qui évoque les règles? Ou les corps nus mais pourtant censurés et les tétons ont été pixelisés et tout? Mais voilà, j'ai un peu gueulé sur les réseaux sociaux parce que ça m'a vraiment affecté en fait, cette censure, parce que ce clip est aussi dédié évidemment aux jeunes et parce qu'à l'adolescence, c'est important de comprendre ce qui concerne notre corps et d'avoir un regard ouvert là-dessus et positif, quoi. Alors, Marianne Susny, est-ce qu'on peut encore dire tout ce qu'on veut? Où en est cette liberté d'expression? C'est bien sûr très complexe. Mais effectivement, là, parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de censure. Oui. On parle très vite de censure. On parle très vite de censure. Il faut quand même savoir que ici, c'est YouTube qui censure. Oui. YouTube, c'est pas encore le roi d'Espagne. Enfin, d'ailleurs, ils ont changé d'avis. Oui, d'accord. Ils ont finalement. Ils ont changé d'avis. Mais bon, quand on dit censure, on parle d'une limite de la liberté d'expression qui est mise en avant par une autorité d'État, publique ou religieuse, etc. Et il y a des tas d'exemples dans l'histoire. On peut parler du procès de Socrate ou celui de Galilée. Pour nous qui avons été jeunes dans les années 70, de tout ce qui s'est passé comme censure dans les dictatures américaines et qui se passe par exemple aujourd'hui en Turquie, avec lesquelles nous entretenons d'excellentes relations commerciales. Mais néanmoins, il y a aussi plein de censure indirecte. Et c'est là-dessus, c'est de ça dont il s'agit. C'est, est-ce qu'il faut, bien sûr, Damso, est-ce qu'il fallait empêcher, Damso, moi je parle en version système, je parle de l'ancien ministre. mais donc voilà, est-ce qu'il fallait retirer alors qu'il n'avait pas encore composé, que c'est un grand poète, mais est-ce qu'il faut donner une prime précisément alors qu'on connaît toute la violence dans le monde du sport, etc., et dans les stades, et qu'on sait ce qu'il a fait, et donc là on est dans une zone qui est une censure indirecte, c'est pas une censure d'État, et c'est pour ça que tout le monde en parle justement. Marcel Sel. Oui, c'est une censure indirecte, mais il ne faut pas oublier, ça rappelle simplement que tous ces réseaux sociaux, sur Facebook, sont beaucoup plus violemment, parce que là il n'y a pas d'appel. En fait, c'est nous le produit. Donc elle est le produit
Oui, c'est ça. Elle est le produit et elle le met sur un réseau qui n'est pas obligé, évidemment, légalement de l'accepter. Et ça pose la question, d'ailleurs, à un moment donné, quand ces réseaux deviennent universels, qu'on ne peut plus s'en passer pour communiquer quand on est un artiste, est-ce qu'il ne faut pas légiférer sur ce qu'ils ont le droit de censurer ou non? Parce que, de facto, ça devient une censure publique. Oui. Jean-Jacques, Nicolas Dedecker. vous connaissez le paradoxe du menteur? Si je dis je mens, vous pouvez pas savoir si c'est vrai ou si c'est faux, c'est les deux à la fois. Oui. C'est la même chose chez les gens qui disent on ne peut plus rien dire. Le fait même qu'ils le disent démontre qu'ils peuvent le dire. Je commence à en avoir un peu assez de croiser des gens qui, à longueur de journée, crient qu'ils ne peuvent pas parler. Alors qu'ils n'arrêtent pas de parler. Ouais, évidemment. Il y a des hommes politiques parfois qui disent ça. On leur laisse pas la parole, ils n'ont jamais accès aux médias. Y compris sur ce plateau. Y compris sur ce plateau, et pourtant ils sont sur les médias. Moi je partage tout à fait ça. Allez, on n'a jamais autant, me semble-t-il, sur les réseaux sociaux, lu des choses. Enfin, par exemple, moi, quand je donne une interview et que je lis les commentaires, aujourd'hui je les lis plus parce que pour mon hygiène de vie, non, franchement, pour mon hygiène de vie, je peux plus lire ça. Alors, je vous épargne tout, mais je me souviens d'un tweet qui avait circulé à l'époque de la nomination de Najat Vallaud-Belkacem quand elle est devenue ministre de l'enseignement. Un député UMP avait tweeté, mais quels atouts a-t-elle mis en avant pour pouvoir être nommée à un ministère d'une si haute importance? Donc ce genre de truc, on le dit sur les réseaux sociaux, il n'y a personne qui censure. Quand on parle par exemple des élus d'origine étrangère, je n'ose même pas vous dire ce que parfois je lis, et en même temps, voilà, certains disent... Mais vous pouvez poursuivre, dans le cas des lois, on peut poursuivre. C'est ingérable. C'est ingérable, mais on peut le faire. Je trouve que M. Dedecker a tout résumé. Parce que YouTube ne censure pas Alain Soral, ou YouTube ne censure pas... c'est beaucoup sur l'image. Alors, Dominique de Fourny là-dessus aussi. Oui, mais pour moi, liberté d'expression, bien sûr, mais il faut pour autant du respect. À partir du moment où on commence à être injurieux, au niveau du sexe, de la communauté, il faut vraiment ne pas accepter. Je suis très heureuse que l'Union belge est finalement sous la pression du Conseil des femmes, sous la pression des sponsors, décidé de changer ou de trouver quelqu'un d'autre, ou bien de ne pas trouver quelqu'un d'autre. Mais en attendant, ça ne va pas, ce n'est pas représentatif de notre pays, et je suis très heureuse de cette décision. Pour conclure, Rachid Madran, vous êtes d'accord sur la décision de l'Union belge? Je suis vraiment... dubitatif. J'en ai parlé avec ma fille qui a 12 ans qui trouve ça scandaleux qu'on l'ait interdit. Par contre, moi, ce qui m'a choqué aussi, mais personne n'en a parlé, le grand Jojo, à un moment donné, il avait une chanson où il disait « Oui, mon oncle a une femme qui a la couleur du caca. Je m'excuse d'utiliser ça. C'est le jeune Abdel. » Il parlait de ma congolaise et il disait « Et sa maman est Madame Caca dans un snack bar au Katanga. » C'était en 1971. Oui, d'accord. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, on aurait redemandé au Langue Jojo. Je crois qu'on ne peut pas comparer. Non, mais je dis parce que j'ai vu Abdel, l'humoriste, qui avait fait quelque chose là-dessus. On peut lui faire remarquer ça. Je lui ferai remarquer. On passe au coup de cœur. C'était il y a 40 ans. C'est fini, stop, on passe au coup de cœur. C'est une autre époque. Jungle. Et on commence avec Marcel, justement, qui veut nous parler d'une BD. Oui, c'est une BD de Sébastien Gnedig, à partir du livre de Sorge Chalandon, Profession du père. Alors, ça se passe à Lyon, c'est édité à Paris, mais c'est en ligne claire, la ligne claire qui a été inventée par Hergé notamment, et Sébastien Gnedig, il vit aussi à Bruxelles. Voilà. Ok, mais c'est une bonne idée. Mais c'est surtout une très très belle BD. Alors, Julie, vous vouliez revenir sur le 15 mars. Oui, moi je trouvais que c'était l'occasion, cette semaine, et ça n'arrive qu'une fois par an, c'était la journée internationale des droits des consommateurs. Donc évidemment, c'était un petit peu l'occasion pour nous aussi de faire le point, de reparler du scandale Véviba et je pense de dire qu'il y a quand même une amélioration des droits des consommateurs, certainement aussi de dire que les consommateurs deviennent de plus en plus consomme acteurs. Il y a beaucoup moins de passivité, mais il y a encore beaucoup de défis. Donc je trouve ça bien qu'il y ait une journée sur laquelle on puisse s'arrêter pour faire un petit peu le point. Nicolas va nous parler de Wilfried. C'est du spécial copinage, Jean-Jacques. C'est une belle initiative éditoriale qui a été lancée il y a quelques mois par des camarades à moi, et en particulier François Brabant, qui est un grand ami que je salue et qui est rédacteur en chef. C'est la première des raisons, c'est une belle initiative. Et ce sont des copains. La deuxième, c'est que c'est une très belle une.
que graphiquement c'est de plus en plus joli. Et la troisième raison, c'est parce que dans ce Wilfried, Bardo Wever, qui est en couverture, raconte de tels carabistouilles que ça va me donner du travail. Et donc j'invite les téléspectateurs de BX1 à d'abord acheter Wilfried, lire l'interview, et puis acheter le livre la semaine prochaine quand je parlerai de l'interview de Bardo Wever. Vous le décrypterez, très bien. Marianne, vous voulez nous parler de Elena Ferrante? Oui, donc moi, mon coup de cœur, c'est une quadrilogie, L'amie prodigieuse. C'est 4 romans, je suis dans le 3e, ça déclenche beaucoup de sentiments, c'est une drogue en fait, hein, voilà. Et ce qui est très intéressant, en fait, c'est l'histoire d'une amitié nouée quand elles sont petites filles dans un quartier pauvre de Naples, de la banlieue de Naples à la fin de la guerre, au début des années 50, et ça avance dans l'histoire avec des chemins évidemment différents. C'est une grande saga où en fait il y a beaucoup d'échanges au niveau de l'intimité, et en même temps, c'est ça qui est formidable, c'est pour ça là où on voit vraiment la touche de la grande romancière, même quand on parle d'intimité, bien sûr, il y a le cadre social historique et tout ça, l'évolution de l'Italie, qui est très présente, mais surtout quand elle parle de leur intimité, de leur relation, de leur complexité, ça touche à l'universel, et donc c'est réussi. Voilà, donc un bon conseil. Alors très rapidement, Rachid Madral, vous voulez parler de cirque, vous? Oui, écoutez, on soutient évidemment Focus Circus, c'est l'initiative que j'ai prise avec les acteurs du cirque, c'est Focus Circus, donc c'est pendant 1 an. Le cirque contemporain bruxellois va être mis à l'honneur. Il faut savoir qu'on a une des écoles les plus prestigieuses au monde, l'ESAC, en matière de cirque. Ça va être 8 compagnies bruxelloises qui vont tourner en Italie et en France, 30 compagnies professionnelles, 200 artistes. Bref, ça va être une avalanche de festivals de cirque contemporain à Bruxelles. Et donc, j'invite tous les Bruxellois à y aller, parce que vraiment, on peut être fiers de notre cirque. Vive le cirque. Tout à fait autre chose avec Dominique Dufourny. Hein. Indochine, rien à voir avec Rien à voir. Vous savez, là, on est au mois de mars, on a des réunions citoyennes toutes les semaines où on rencontre les habitants, on parle de mobilité, on parle de propreté, des incivilités. Eh bien, ça me fait plaisir. Dimanche, j'allais voir Indochine, Palais 12, parce que c'est quand même les années 80, Bob Moran, l'aventurier. Et ça me fera plaisir. Une version peut-être un peu plus décalée dans ce que vous proposez, mais c'est quand même un groupe qui a fait son succès, et bien entendu, et d'ailleurs l'interprète a été bruxellois jusqu'à ses 12 ans. Exactement, il a vécu longtemps à Bruxelles. Merci à vous tous, merci aux invités, merci aux chroniqueurs. Lundi, je recevrai Céline Frémaux dans l'interview à 12h45. Bon week-end à tous.